J'ai compris. Voilà. Bonjour Céline. Bonjour Pascal. Alors, je te l'avais dit en off, j'avais aujourd'hui en fait envie d'échanger avec toi autour de ces liens qui nous nourrissent, de ces liens qui nous sont indispensables pour vivre, ces liens qui sont aussi évidemment vulnérables, parfois toxiques, parfois bienveillants, parfois malveillants, mais tous ces liens qui finalement font sens et font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et précisément pour un petit peu illustrer ces liens, j'étais tombé sur un de tes textes dont tu as, Le secret, qui est extrêmement, je trouve, poignant, sensible, que tu écris sur ton post Facebook le 22 novembre 2021. Et tu en avais parlé dans un échange vidéo précédent. En fait, il s'agissait également effectivement, outre d'autres, difficultés que tu as eu à vivre, il s'agissait également pour toi de soutenir, d'accompagner en fait, une de tes grandes amies, et donc j'aurais souhaité que nous revenions en fait sur ce texte qui illustre bien effectivement la beauté et la fragilité du lien. Et je te propose de le lire en alternance. Peut-être si tu veux bien commencer alors par le premier paragraphe. Il y a des années plus lourdes que d'autres, plus pesantes et plus sombres. 2021 a été une de ces années-là pour moi, une de celles où les épreuves s'accumulent, peut-être histoire de prouver que non, celles-ci ne rendent pas plus fortes, ni n'ont toujours beaucoup de sens. On ne grandit pas parce que l'on a mal, et la souffrance ne nous rend pas plus nobles ou plus intéressants, même si savoir l'affronter dignement et ne pas en faire un prétexte à la misanthropie peut nous élever. Ouais. Tu veux que je continue ou c'était... Non, en fait, justement, ces épreuves qui se sont accumulées, finalement, comment quelque part tu les as digérées, si tu as réussi à les digérer, comment tu as vécu ça de l'intérieur, qu'est-ce que ça a remué en toi et quelque part, voilà, un petit peu, est-ce que quand même, quelque part, au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que ça t'a fait grandir, qu'il y a des choses neuves, humainement parlant, qui se sont, nouées en toi? Qu'est-ce qui En fait, ce que je voulais dire par cette partie-là, c'est que ce n'est pas les épreuves en soi qui nous font grandir, c'est la façon dont on choisit de réagir par rapport à elles. Et puis en plus, il y a une succession de réactions dans le temps. Au départ, face à l'épreuve, la première chose qu'on ressent, c'est une forme d'injustice, de colère. On en veut à la vie, et comme la vie, on ne peut pas vraiment s'en prendre à elle, on a tendance à s'en prendre à l'entourage, à se dire, comme peut-être à se dire, mais pourquoi moi? Voilà, à se poser ce type de ouais. questions jusqu'au moment où on se rend compte que ça mène pas à grand-chose. La colère, elle permet quand même d'évacuer certaines choses, mais elle ne remplit pas derrière. Et ensuite, on se sent vide et on a très très peur. Surtout que certaines épreuves nous mettent face à notre propre finitude, à la finitude de l'autre, à notre propre finitude, au manque, au vide, à la peur, qui sont des passions profondément humaines. Je les appellerai pas seulement passions tristes, mais malgré tout, qui sont des passions qui peuvent nous amener, alors qu'on est en manque de liens, à déposséder d'autres liens et à s'enfermer en nous-mêmes. Donc la question, c'est comment réagir par rapport à ça et comment essayer de trouver moins de colère, plus d'apaisement et, et finalement de ne pas rester focalisé sur ce qui nous fait souffrir en évacuant le fait que souvent dans les épreuves, on n'est pas seul. Mais des fois, on ne Mmh. le voit pas. Ouais. Et par exemple, dans le cas de cette amie que j'ai accompagnée, comme elle vivait seule et elle avait une grave maladie et qu'elle ne pouvait pas rester seule, elle est venue chez moi. Il fallait que ça soit accepté, par exemple, par mon compagnon et par mes enfants. C'est pas, après tout, c'était mon amie chère et tendre à moi. Eux, ils la connaissaient, ils l'aimaient beaucoup, mais le lien, il n'était pas aussi long, il n'était Mmh. pas aussi fort, il n'était pas aussi structurant, et ils l'ont accepté. Elle est venue chez moi aussi parce que je travaille beaucoup à la maison, mais il y a quand même des moments où je vais à Paris, où je ne suis pas là. Et dans ces moments-là, il y a des gens qui viennent m'aider pour s'occuper des enfants, de la maison. Il fallait aussi que ces gens-là, qui sont encore plus distants par rapport à moi ou à elle, acceptent aussi que pendant les moments où je ne sois pas là, ils jettent un coup d'œil sur elle et puissent être présents pour elle. Et ils l'ont accepté.
Et donc, en fait, il y a eu tout un tissu de solidarité qui s'est noué. Il y a son fils qui a accepté qu'elle parte un petit peu loin de lui, parce que lui, il travaillait, il était jeune, il était vraiment, il pouvait pas être là toute la journée. Mais quand même, c'était une douleur de s'éloigner de quelqu'un qu'on aime, Mmh. de le faire pour son bien, et puis de venir très régulièrement pour être à ses côtés. Bref, on a tendance souvent à voir ce qui part et ce qui manque, et on ne voit pas tous les liens quand même qui se sont aussi noués autour. Oui, tout à fait, mais j'imagine évidemment que plus le lien était proche, justement, plus c'est aussi difficile quelque part à rester encore aussi proche jusque dans l'épreuve, jusque dans la douleur, dans la finitude, jusqu'au seuil de l'amour ou de la vie, je sais pas comment on doit l'appeler, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose évidemment qui s'est noué pendant, je pense quand même pas mal de temps entre vous 2 et puis à un moment donné, ça cesse du jour au lendemain. Parfois je me dis, tu vois, en fait, est-ce qu'il y a parfois on n'a pas la tentation quelque part de ne pas oser justement le lien aussi fort parce que quelque part on a peur de souffrir en perdant ce lien? C'est toute la question de la plénitude et du manque qui suit cette plénitude, un vide en soi. Euh, je pense que ça dépend complètement de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai pas peur du lien parce que les liens m'ont toujours soutenue. En revanche, ce à quoi j'ai été confrontée, c'est un petit peu comme quand on écrit. Il y a ce qu'on voudrait faire passer et puis à la fin, le texte que l'on produit. Et Oui. souvent, celui qui le reçoit trouve ça très beau. Et nous, ce qu'on voit, c'est la distance entre ce qu'on aurait aimé dire et ce qu'on a fini par dire. Et Mmh. moi, j'ai surtout ressenti le fait que quand vous voulez être là pour quelqu'un, vous voulez être là totalement. Et en fait, on est souvent en prise avec ses propres manques et ses propres failles. Et par exemple, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de mourir, vous lui en voulez parfois de mourir. La pauvre personne, elle y est pour rien. Et si elle avait le choix, elle. Mais vous lui en voulez. Vous lui en voulez que son corps soit pas celui que vous avez connu. Que ses réactions soient affaiblies. Mmh. Vous lui en voulez parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est en train de partir, il est encore là, mais il est plus déjà là. Mmh. Et, vous êtes en permanence confronté à l'amour que vous aimeriez donner et puis aux failles, à la colère, au ressentiment, et que parfois vous avez l'impression de ne pas arriver à cacher, y compris devant la personne. C'est la faiblesse du corps quand quelqu'un peut plus se déplacer tout seul, a besoin d'aide. Il y a des moments où vous le trouvez lourd à tous les sens du terme parce que physiquement, c'est très très difficile de manipuler quelqu'un qui n'a plus aucune force. Et, et de voir ce corps qui lâche, ça fait peur. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on dompte l'agressivité qu'on peut ressentir. Et ça, quand vous avez envie d'être là pour quelqu'un et qu'en fait, la première personne qui vous empêche d'être complètement là pour elle, c'est vous, c'est compliqué et il faut gérer une agressivité que vous n'avez pas envie de ressentir. Ouais, qu'on a peut-être pas forcément plus envie de voir. C'est vrai que comme tu dis, je pense que ça c'est le reflet évidemment aussi de nos propres limites et nous-mêmes évidemment du coup on doit de fait, accepter, digérer ses propres failles, sa propre vulnérabilité, ses propres angoisses, oui ses propres limites quoi. Mais en tout cas je trouve que ton texte est vraiment un super hommage en fait en forme de poème. On y reviendra peut-être parce que c'est vrai que je trouve que chacun évidemment a sa sensibilité à travers un texte, mais cette sensibilité, moi, elle me parle et je me dis évidemment que c'est aussi peut-être le fruit d'un long chemin pour pouvoir justement mettre en mots ces émotions, au-delà justement du côté émotif, au-delà éventuellement de ce qui te bouleverse. Parfois quand on est trop bouleversé, évidemment, on ne sait plus écrire, on n'a plus la distance suffisante pour mettre des mots justes. Or oui, effectivement, l'émotion, elle passe et les mots sont justes, en fait. Donc j'ai envie de te poser la question sans attendre quelque part. Comment c'est le fruit de quel, en quelques mots, hein, mais c'est le fruit de quel cheminement, ça, cette capacité d'écrire sur des événements aussi forts, avec autant de sensibilité? Je pense que c'est un besoin, ça aide à évacuer le trop-plein.
Bien sûr, je parlais de la distance entre ce qu'on aimerait dire et ce qu'on dit réellement, mais quand on écrit, on se purge. Enfin, pour moi, il y a trop de chagrin, il y a trop de douleur. Et le fait de le mettre en mots, le fait de rendre hommage à l'autre, vous avez l'impression, d'abord, ça continue le lien Hmm. au-delà de la mort. C'est un dialogue qui se poursuit. Et c'est une manière d'expulser plein de choses sombres en essayant de les rendre partageables. Et en fait, dès qu'on arrive à partager quelque chose, ça devient moins laid, moins violent. Même, j'allais dire, un texte très dur, un texte très violent, à partir du moment où il peut être lu par quelqu'un ou reçu par quelqu'un, c'est pas qu'il perd de son acidité, mais finalement, il montre que le lien humain va au-delà de tout. Il peut Ouais, même laisser la violence. Vous avez des textes très haineux qui peuvent vous permettre à un moment donné d'évacuer vos propres noirceurs. Donc même quand quelqu'un pense qu'il fait un texte finalement absolu contre les hommes, il aide peut-être les hommes à expulser une part de la part de mal qui les habite. tout à fait. Donc pour moi, tout ce qui crée du lien, tout ce qui est partageable, quel que soit ce qu'il transmet, nous parle du fait qu'on n'est pas seul au monde. D'ailleurs, si on était seul au monde, on n'écrirait pas. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une chose de pouvoir effectivement, comme tu dis, expurger des choses. C'est autre chose encore de pouvoir effectivement l'écrire de cette façon-là. C'est pas donné à tout le monde d'écrire justement et de mettre en mots son ressenti, ses sentiments. Donc, c'est encore un autre aspect aussi. J'ai l'impression que c'est moi, je me souviens que quand j'étais déjà à l'école, il est arrivé que mes professeurs me disent, mais j'étais je sais pas, troisième, quatrième, c'est joli ce que vous écrivez. Donc, Ouais. c'est quelque chose. Alors, j'ai énormément lu. J'étais une enfant assez renfermée. J'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais plus petite. Je me sentais assez seule. Et je me plongeais vraiment dans la lecture. Donc, je pense que quand on lit énormément, ça nous habite, ça nous structure. Et il y avait ça en moi. Après, je ne suis pas quelqu'un qui écrit énormément. Pour écrire, il faut vraiment que je sois, qu'il y ait quelque chose qui me bouleverse, qui me Ouais. touche, il y a des gens, ils ont besoin d'écrire, ils se lèvent et quelque part, c'est un besoin permanent. Mm. Ça, je ne connais pas, mais en revanche, dès que je suis choquée, troublée, il faut que je mette en mots parce que ça organise ma pensée et ça me permet d'expurger ma part de violence et de colère. D'accord. Eh bien, écoute, on va poursuivre ces mots alors. On peut traverser des moments difficiles, mais où on garde une prise sur notre destin, comme il y a des maladies dont on se remet. Affronter une opération à cœur ouvert n'est pas une partie de plaisir, mais c'est une bataille bien plus maîtrisable que le cancer et son cortège d'incertitudes et de traitements aussi longs qu'épuisants. Devoir affronter un procès est désagréable, mais donne aussi la capacité de se défendre et de se voir rendre justice quand celui-ci est gagné. Et puis, il y a les événements de la vie qui nous laissent impuissants et désarmés. La maladie d'un proche et sa mort, et cette année, j'ai le sentiment d'avoir eu trop souvent à faire des adieux. C'est vrai que tu as eu quand même pas mal d'adieux à faire en 2021, puisque on avait effectivement parlé ensemble, Céline, du décès de ta grand-mère notamment, qui était aussi quand même, j'ai envie de dire, un lien, pour le coup familial, mais extrêmement fort. Donc, c'est beaucoup encaissé en très peu de temps et c'est effectivement ce que tu essaies ici de retracer dans ce paragraphe. C'est un moment difficile qui s'accumule et pourtant tu as une vie de femme, tu as un compagnon, tu as des enfants, tu as des activités aussi à continuer à gérer. Donc est-ce qu'on peut vraiment affronter ça de manière, je ne sais pas dire sereine, mais comment fait-on finalement entre ces différentes activités pour essayer quand même de gérer cet aspect qui est là au plus intime, le plus humain et quelque part le moins maîtrisable justement. Je crois on a tous une manière de réagir. Moi, j'ai tendance à mettre à distance
parce que, en fait, j'ai du mal à affronter les émotions, donc et je les mets à distance et puis j'essaie quelque part de les dénouer petit à petit, mais on n'est pas tous égaux. Vous avez des gens qui ont besoin parfois de tout laisser tomber. Moi, j'ai besoin de me raccrocher à ce qui est. Quand quelque chose part, il faut que je me rassure sur les liens qui restent. Euh, et puis, c'est aussi nécessaire parce que, par exemple, dans le cas de la mort de ma grand-mère, elle avait une forme de démence où elle n'était plus vraiment au monde. Et ça, c'est des choses qui me terrorisent, la présence-absence. Mmh. Et pendant qu'elle était encore en vie, j'ai eu le sentiment, de temps en temps, même assez souvent, de ne pas être à la hauteur, de laisser la rancœur m'emporter. J'avais très peur. Vous savez, on dit souvent que les aidants parfois partent avant les aidés. Et ma mère et ma tante se dévouaient énormément. Et j'avais peur de la mort de ma grand-mère, mais j'avais encore plus peur que ceux qui étaient encore là et complètement là partent avant par épuisement, par dévouement. Mmh. Et j'ai parfois mal réagi par rapport à ça. Je ne me suis pas aimée, en fait, dans ces moments-là. Et pourtant, c'était moi aussi, enfin, je ne pouvais pas le nier. J'ai essayé probablement de me rattraper aussi avec mon amie parce que elle était là, même si la maladie l'affaiblissait, il n'y a jamais eu, à part vraiment tout à la fin, au moment du soin palliatif, mais il n'y a Mmh. jamais eu d'absence ou de forme de démence. Je crois que ça aussi, c'est très, très compliqué. La personne qu'on aime qui n'est plus elle-même physiquement, c'est déjà dur, mais quand elle est plus elle-même mentalement, euh, moi, ça peut déclencher en moi des sentiments extrêmement violents. Et après, il faut se réconcilier avec soi-même. Alors, ce qui aide, c'est le fait que même quand vous êtes infect, il y a des gens qui peuvent continuer à vous aimer. Ouais. Que vous vous dites, ils doivent voir un truc Mmh. que moi, je Je ne ne vois pas. vois pas. Voilà. Ou alors, ils sont plus généreux et plus généraux dans leur appréciation, je ne sais pas. Mais ça aide énormément. Donc, c'est toujours ça, c'est-à-dire que pour quelque chose qui nous renvoie à des aspects qu'on n'aime pas de nous, le fait que d'autres personnes continuent à nous aimer nous permet aussi de ne pas focaliser uniquement là-dessus. Mmh. Après, il y a aussi l'impuissance. C'est ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que vous avez des épreuves dans lesquelles vous êtes acteur. Je ne dis pas que c'est pas stressant, mais l'histoire du procès, oui, on peut se défendre. L'histoire d'opération du cœur, ça fait peur, mais il y a une solution. Alors que certains cancers qui en plus évoluent mal, vous n'avez plus aucune prise. Et y compris dans la bataille, ce qui m'a vraiment, c'était un cancer du foie, c'est quelqu'un qui était très intelligent et qui aimait bien maîtriser ce qu'elle faisait. Et en fait, on lui expliquait pas vraiment les traitements, pas vraiment ce qui se passait. Il fallait tout deviner. Mmh. Euh, la mort approchait et pendant tout un temps, moi, la première, j'étais dans le déni. Bon, je me disais, c'est bien de faire des projets, ça, ça raccroche à la vie. Je ne sais pas dans Ouais. quelle mesure, pour l'autre qui, à un moment donné, a compris qu'il n'y avait pas d'issue, c'est pas une forme de lente torture et qu'il accepte parce que quelque part, lui aussi, il préserve le lien plus que la vérité et donc il vous laisse dans votre illusion parce qu'il voit bien que ça vous rassure. Il y a toutes ces preuves d'amour bizarres, je ne sais pas, mais qu'on ne comprend pas tout de suite au moment où elles ont lieu parce qu'on a la tête dans le guidon. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que ce qui aide à surmonter toute la colère, c'est les liens qui restent qui sont là avec les autres et avec la personne. Mais ce qui rend fou, c'est l'impuissance. Et Mmh. à un moment donné, cette impuissance, elle vous fait monter une agressivité énorme et elle est compliquée à évacuer, cette agressivité. Oui, et il faut encore effectivement aussi accepter qu'elle soit là et l'accueillir comme tout le reste, parce que sinon, de fait,
on l'étouffe et on ne résout évidemment rien non plus. Mais on a besoin du lien conditionnel aussi, comme tu le dis si bien. Je trouve que c'est vraiment essentiel dans une relation à un moment donné de se dire que voilà, on sera toujours reçu et qu'il n'y aura pas cet abandon quelque part avec ses propres souffrances, ses propres vulnérabilités. Et ce qui est aussi intéressant, ce que tu dis quelque part, c'est que on voit bien que euh, chacun est différent et donc on s'adapte, on essaie de chercher en soi des ressources, que l'on a ou qu'on n'a pas à tel ou tel moment, en fonction de ce qu'on a vécu aussi, en fonction du peut-être aussi justement j'ai envie de dire du lien primal, c'est-à-dire la sécurité qu'on a pu avoir ou non dans l'enfance et qui fait que quelque part, en fonction des éventuelles carences affectives, on sera plus ou moins, armé dans les épreuves successives pour effectivement les «gérer» entre guillemets de manière, plus ou moins adapté, plus ou moins stable et que plus ou moins d'affection et de bienveillance à l'égard des autres. Il y a tout ça aussi qui se joue évidemment dans nos relations successives. Il y a tout ce qui était avant et qui ne nous appartient pas forcément. Oui, moi j'ai été très, très aimée, très entourée dans mon enfance, extrêmement sécurisée. J'avais aucun doute sur l'amour que me portaient mes parents, mais pas seulement mes parents, Mmh. mes grands-parents, une partie, voilà, la famille, parce que au sens large, il y avait pas mal de monde qui gravitait. Et là-dessus, j'étais complètement rassurée. Ça a été plutôt les liens à tisser hors de la famille qui ont été d'autant plus compliqués que je m'attendais pas, que pour moi, le monde n'était que bienveillance. Donc, il a fallu se confronter au monde plus large, qui est un peu plus compliqué. Ouais. J'ai eu pas mal de mal. Mais après, ce qui m'a aidé aussi, c'est que la bienveillance n'exclut pas une forme de vérité. C'est-à-dire que, par exemple, quand je me comporte mal, alors, l'expression on m'a jamais raté, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les gens, à un moment donné, sont exaspérés, vont finir par vous dire vos vérités avec une certaine brutalité. Mais souvent, quand ils le font, c'est parce qu'avant, ils ont essayé de le faire d'une manière bien plus douce. Sauf qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas du tout envie d'entendre quelque Non. chose qui vous contrariait. Donc, comme c'était amené avec beaucoup de diplomatie, vous vous êtes dit, oh ben, en gros, tant que c'est dit avec diplomatie, ça veut dire que je peux encore tirer sur la corde. Mmh. Et puis, à un moment où la corde se tend, et là où les gens. Sauf que même quand ils vous disent vos vérités, même quand ils peuvent vous dire là, tu t'es mal comporté, ça ne signifie pas je ne t'aime plus et je ne t'aimerai plus. Bah Euh, oui. et c'est oui, tu m'agaces, oui, quand tu es comme ça, je te trouve pas très aimable, mais pourtant, je vais quand même rester. Mmh. Et ça aide beaucoup. Et ces vérités désagréables, il faut aussi être capable de les entendre. Alors, en général, quand on vous les dit hein, sur le moment, vous ne les entendez pas du tout. On se défend, on retourne cette agressivité qu'on a en nous, on la rejette sur la personne qui vous dit ça. Donc, il faut aussi qu'elle soit sacrément solide pour encaisser. Ouais. D'autant que si j'ai les mots justes dans les belles émotions, je les ai aussi, comme on dit, je sais mettre la flèche dans la plaie. Donc, ils sont aussi très efficaces quand il s'agit d'être parfaitement désagréable. Et je remercie mon entourage d'avoir le courage d'encaisser tout ça et de ne pas reculer et de dire non, là tu te comportes mal, non, là ce que tu fais c'est pas bien, voire de dire mais enfin toute la douleur que tu peux avoir n'empêche pas qu'en face de toi il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Donc sincèrement entre nous ta douleur est la sienne, voilà, Oui, oui, oui. il n'y a pas de comparaison nuance. Il faut avoir aussi les gens capables de vous dire le mal quand il est là et votre propre mal quand vous le mettez en action et être capable de vous dire mais je sais que tu es capable de mieux et c'est pour ça Mmh. d'ailleurs que je suis là. Mmh. Et moi j'ai Mmh. la chance d'avoir cet amour mais ce sens de la justice aussi autour de moi. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne quand je t'écoute, en fait, c'est aussi de me dire que quelque part, tu parviens à mettre de nouveau en mots ces émotions et finalement à faire preuve d'humanité aussi, c'est-à-dire à nous faire comprendre que voilà, moi je me dis tel que je suis et de fait, ça rejoint l'autre parce que ça nous touche, parce que finalement, on est tous au fond du fond, si on se regarde réellement tel que l'on est, on est tous évidemment avec nos failles, nos agressivités, nos colères, notre incapacité à entrer en lien. Donc, c'est chouette évidemment que tu sois aussi
quelque part en mesure de le dire aussi simplement. Et justement, parlant d'émotions, je te laisse peut-être lire le paragraphe entre guillemets suivant de Oui. ton hommage à ton Il ami. y a de grandes émotions qui vous font vous sentir intensément vivant et d'autres qui vous vident, vous laminent, vous laissent exsangue et comme dépourvu d'émotion. Comme s'il fallait laisser la tristesse en lisière, peut-être simplement pour finir ce que l'on a à faire. Ces démarches qui font que la mort, avant de laisser toute la place au chagrin, il faut d'abord régler les formalités, Ces démarches qui font que la mort, avant de laisser toute la place au chagrin, il faut d'abord régler les formalités administratives. Il y a là une forme de temps suspendu, un espace entre la mort réelle et son acceptation par l'entourage, où les larmes ne sont jamais très loin, où elles ont du mal parfois à déborder ou vous prennent par surprise, presque par traîtrise, alors qu'elles se dérobent quand on aimerait leur consolation. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant que parfois il faut mettre entre parenthèses l'émotion aussi parce qu'il y a trop de choses à gérer dans l'immédiat et puis que les émotions surgiront peut-être au moment où on ne l'attendait pas. Mais voilà, il y a souvent aussi, je trouve, dans un décès, la nécessité peut-être quelque part à un moment de faire face et puis effectivement de laisser les larmes consolatrices, je dirais, nous baigner pour quand même intégrer dans sa chair finalement le deuil qui est survenu. Même, je sais que moi, dans ce deuil-là, ce que j'ai vécu, c'est le refus profond du deuil. Je n'ai pas réussi à pleurer. J'étais là le jour de la mort, j'ai accompagné, j'ai fait la mise en bière et le corps mort m'était étranger. Hmm. C'était elle, hein, mais c'était pas vraiment elle. Il y avait une forme de non-reconnaissance. Et donc, ça avait quelque chose d'abstrait, alors qu'en fait, c'était extrêmement concret. C'était physique, c'était là, c'était présent, c'était lourd, il y a tout ce qu'il y a autour, l'hôpital, le cercueil, les formalités. Et c'était totalement abstrait. Je reconnaissais plus le corps mort, je ne savais pas trop ce que c'était et j'étais décontenancée. Et donc au départ, c'est comme si la mort n'avait pas eu lieu. Mhm. C'était très étrange, je le savais, enfin mon cerveau savait parfaitement ce qui s'était passé et mon corps ne l'intégrait absolument pas. Et il a fallu du temps. Et en fait, Facebook peut être très violent pour ça. Vous savez, il y a des moments où il vous envoie des souvenirs. Et puis tout Ouais, d'un coup, il va vous envoyer un souvenir où c'est une photo, vous êtes avec la personne, elle est ouais, vivante. ouais. Sur la photo, c'est un moment dont vous vous souvenez. Et là, tout d'un coup, c'est la vérité de la personne qui ressurgit, ce qu'elle a été, un moment fort que vous avez vécu. Ah oui. Et ce qui revient, c'est pas les souvenirs de la maladie, parce qu'il y a aussi ça, il y a le fait que quand les derniers instants dévorent tout ce que vous avez pu vivre avant, et qu'il n'y a plus que la maladie, le corps malade, cette bataille perdue, enfin qui a fini par se perdre. Au début, vous n'êtes pas conscient qu'elle va être perdue, mais il n'y a plus que ça dévore. Moi, je parle d'une relation qui a duré plus de 27 ans et que c'est comme si les 2 dernières années dévoraient tout. Et tout d'un coup, cet aspect-là commence à s'effilocher et il y a la vérité de la personne qui revient et vous allez arriver à repenser à elle à des moments où elle était pleine, entière, où la relation était une relation d'égalité. Hmm. Parce que la deuxième chose qui est très dure dans la relation avec la maladie, c'est qu'en fait, à un moment donné, il n'y a pas d'égalité parce que l'autre devient dépendant. Et ce rapport, justement, la force du rapport humain, c'est ce lien d'égalité qui fait que vous vous reconnaissez dans l'autre, que l'autre se reconnaît en vous, que les différences ne sont plus un obstacle et qu'en fait, vous vous respectez parce que vous vous regardez debout et droit dans les yeux. Et à un moment donné, dans la maladie, il y a une personne allongée, une personne qui est debout. Et qu'on le veuille ou non, il y a une dissymétrie du rapport qui s'installe.
et c'est plus la même chose. Et donc, Oui. tout d'un coup, ce qui revient, c'est la force de l'autre, qui a été complètement abolie par la maladie. Et là, elle revient dans le souvenir et l'émotion devient plus pure. Et puis, il n'y a plus pas d'image. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, très souvent, les gens vous disent: «Oh, c'est admirable, oh, c'est beau ce que tu as fait.» Vous n'avez pas l'impression que c'est si beau que ça. Vous avez l'impression que si vous l'avez fait, c'est parce que ça a du sens. La relation a du sens, le faire a du sens. Mais malgré tout, euh, dans l'amitié, il n'y a pas d'image de soi. C'est ça qui est assez agréable d'ailleurs. L'autre, il vous prend comme il est. Dans la relation dissymétrique, tout d'un coup, il y a un souci de l'image de soi, inconsciente, mais qui revient. Et que moi, je ne trouve pas forcément très intéressante. Et quand les gens vous disent c'est beau ce que tu as fait, vous avez envie de dire non, ça a quelque chose de naturel de s'occuper de l'autre. C'est pas beau. Je me souviens, on posait une question à un anthropologue en lui disant, à votre avis, à quel moment on peut dire que la civilisation naît chez les hommes? Alors on lui propose pas mal de réponses. On lui dit, est-ce qu'à votre avis, c'est au moment où il y a des outils qui apparaissent? Et elle dit non, c'est quand on a trouvé le premier squelette avec un os de fémur cassé réparé. Et la personne dit, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'en fait, normalement, les animaux, vous êtes blessés, personne ne s'occupe de vous, vous en sortez pas. Et quand c'est une blessure grave, comme le col du fémur, par exemple, qui casse, ben, vous êtes condamné. Et là, si on a trouvé ce squelette avec ce col du fémur réparé, c'est pas qu'il y a eu de la médecine, hein, il n'avait pas eu de déplacement, mais ça veut dire que pendant que la personne ne pouvait plus bouger, il y a quelqu'un qui est resté à côté de lui, qui l'a protégé, qui l'a nourri. Et c'est dans le fait de ce soin à l'autre Mm. que là, je vois le début de la civilisation. Et j'ai trouvé ça extrêmement juste, justement, d'aller au-delà de l'outil et de mettre ce soin à l'autre comme début de la civilisation, un souci de l'autre et pas un pur souci de soi. Et je trouve que du coup, les gens qui nous donnent envie et la force d'accorder du temps et du soin à l'autre sont des gens qui nous aident à grandir en humanité. Donc, il n'y a pas que la difficulté de ce qu'on vit, il y a la hauteur de ce qu'ils nous donnent. Oui. On va continuer tes mots. J'ai perdu ma meilleure amie, celle qui a partagé plus de la moitié de ma vie, avec qui j'ai connu des fêtes déjantées dans ma jeunesse, puis les journées et nuits de travail acharné quand nous concevions ensemble des documents électoraux. Celle qui relisait tous mes textes et m'a appris tant de choses sur le journalisme. Celle qui n'avait pas peur de me dire en face mes 4 vérités, de me mettre en face de mes erreurs et des défauts de mon caractère. Mais celle aussi qui était toujours là pour me soutenir et m'aider à m'améliorer. Betty, qui tenait une si grande place dans ma vie et faisait partie de ma famille de cœur, est morte. Donc voilà, elle s'appelait Betty. Tu peux, Céline, nous raconter un petit peu la manière justement dont ce lien d'amitié est né, tu le disais, il y a 27 ans, c'est ça? Ben, elle avait 13 ou 14 ans de plus que moi, donc il y avait déjà une différence d'âge. Et pourtant, je l'ai connue, j'étais toute jeunette, j'avais une vingtaine d'années. Et elle m'impressionnait beaucoup parce que d'abord, elle était très grande. C'était une belle femme, elle était très grande. Moi, je suis plutôt petite et menue. Donc, je la regardais. Et puis, comme elle était plus âgée, pour moi, elle incarnait une forme de. Elle était sûre d'elle. Mais en même temps, il y avait une part elle restait. Oui, il y avait une forme de folie, mais douce, agréable, une forme d'énergie incroyable chez elle. Et je l'ai d'abord croisée dans un certain nombre de fêtes et je la trouvais vraiment pétillante. Elle m'attirait beaucoup, mais elle m'impressionnait énormément, donc je restais à distance. Et puis elle était très amie avec un de mes meilleurs copains et elle travaillait dans la presse et un jour on était chez lui et elle arrive en retard pour un dîner parce que le bouclage s'était pas forcément très bien passé et elle arrive furieuse parce qu'elle s'était fait emmerder par parfois dans le monde du travail, on croise des gens peu agréables. Et,
Et quand elle arrive, Furax, je me dis, oh là là, on va entendre une longue complainte. Tu sais, quand on est jeune, on aime beaucoup se plaindre, mais écouter les plaintes des autres, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et en fait, pas du tout. Elle va nous raconter ça, mais avec un humour, en mettant en scène, en interprétant son rôle. Et je suis passée une soirée, mais pliée de rire, alors qu'elle revenait d'un truc qui avait été sans doute très pénible pour elle. Et elle le transforme en un sketch absolument génial. Et à la sortie de cette soirée, on s'est plus jamais quitté. Et à l'époque, j'étais très fière d'avoir fait des études. Et donc, quand j'écrivais, par exemple, j'essayais d'écrire avec un langage universitaire. Plus c'était compliqué et pédant, et plus j'avais l'impression que j'avais réussi mon coup. J'écrivais des textes insupportables de prétention et avec bien peu d'émotion et qui, à mon avis, étaient bien incapables de toucher qui que ce soit. Je me souviens parce que j'avais un copain qui était un peu direct, qu'une fois on avait lu un à voix haute et tout le monde avait explosé de rire. J'avais été très vexée, mais je m'étais dit de toute façon ils ne sont pas capables de comprendre l'intelligence de ce que j'écris. Et elle en fait va faire exploser tout ça. Elle et puis une autre personne que je vais rencontrer plus tard, qui est ma patronne au Sénat, qui m'a aussi beaucoup appris là-dessus. En me disant mais arrête de te la jouer, t'écris pour qui? T'écris pour montrer que tu as fait des études ou t'écris pour transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc elle va beaucoup m'aider à avoir un autre rapport à l'écriture et en fait à sortir de moi-même, à arrêter de passer mon temps à me polir le nombril. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde où tout le monde est supérieur à moi, à, à plus, j'allais dire, de maîtrise mieux les codes pour me dire, à un moment donné dans la vie, on dit ce qu'on a à dire et on se préoccupe moins de ce qu'il y a autour. Et donc, elle va m'amener vers plus de sincérité. Elle va aussi euh, me dire ce que personne n'osait me dire. Elle m'a rendu un immense service quand j'ai rencontré mon compagnon. Il avait 2 enfants qui étaient vraiment très chouettes. Et sauf que quand vous aimez énormément quelqu'un, vous pouvez être très jaloux. Et paradoxalement très jaloux de la vie d'avant, alors que finalement la personne vous a choisi, que vous êtes en train de construire quelque chose et que vous n'avez pas le droit de le priver de son histoire parce que vous aimeriez que tout commence avec vous. C'était d'une prétention et d'une bêtise sans nom, mais quand on est jeune, on peut être d'une prétention et d'une bêtise sans nom. Et elle, ça va être la personne qui va me dire à un moment donné, mais d'abord, ces enfants ne sont pour rien dans l'histoire, mais surtout, t'attends quoi? Parce que le jour où ils seront adolescents, ou peut-être tu ouvriras les yeux, ou toi tu auras eu tes propres enfants et tu auras plus compris les choses, tu auras été tellement dur et désagréable qu'il y a des choses qu'on ne répare pas. Et en me disant, et en plus tu commets une injustice parce que ces enfants sont des gamins super. Et c'est elle qui va m'aider à ouvrir les yeux et à construire. Aujourd'hui, on a une chouette relation, mais ça a très mal démarré. Et ça a très mal démarré parce que c'était de ma faute. C'est elle qui, à un moment donné, pourra me dire de temps en temps dans mes colères ou dans mes limites, mais enfin, c'est toi l'adulte et tu te comportes comme une enfant lésée qui réclame son dû. Et elle m'a énormément aidée à grandir et elle m'a énormément aidée à écrire. Et pour moi, ce sont 2 choses très, très importantes. Et puis après, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment dans le militantisme, en créant beaucoup de documents de campagne. Et elle était, non seulement elle avait une plume, c'était une journaliste, mais elle était aussi graphiste et elle avait le sens de la mise en scène. Et elle m'a beaucoup appris un document. Moi, j'étais du genre, s'il avait fallu que j'écrive des documents, j'aurais écrit encore 8 pour caser le plus de mots possible, des trucs absolument indigestes. C'est elle qui m'a appris à aérer qu'en fait, la chose la plus importante dans un texte, c'était le blanc qu'on laissait, c'était les respirations. Dans une affiche, comment est-ce qu'on épurait les choses. Et il y avait quelque part dans la capacité à mettre en scène, une capacité à aller à l'essentiel, là où moi j'aimais beaucoup m'emberlificoter pour, comme si aller droit au but était compliqué ou trop simple. Il fallait toujours mettre des petits chemins de traverse. Voilà, elle m'a énormément formée intellectuellement
Et elle a joué ce rôle qu'ont pu avoir mes parents, qui était à un moment donné d'être la vérité et la justice, D'accord. au-delà de mes aveuglements et de ma violence. Mais c'est vrai que faire simple, c'est souvent très compliqué. C'est souvent justement Ah, l'aboutissement d'un très long chemin, faire simple. Parce oui. qu'on est quand même quelque part compliqué, puis on a évidemment été, heu, tellement, peut-être éduqués, surprotégés, puis voilà, les épreuves de la vie font aussi parfois qu'on se durcit, puis il faut de fait, réapprendre à peut-être à se désarmer, être plus vulnérable. Mais ce qui est beau aussi dans ce que tu dis, c'est que quelque part, on voit bien que votre lien finalement, je dirais, il s'est nourri de vos différences. Parce que c'est ça en fait, si tu as juste un clone, tu n'apprends rien. C'est parce qu'il y a quelque part une différence que toi tu trouves effectivement extrêmement enrichissante chez l'autre, qui te renvoie à ta finitude, à tes incapacités, à tes difficultés d'être. Mais j'imagine qu'à l'inverse, pour qu'il y ait vraiment un lien égalitaire, j'imagine qu'à l'inverse, cet ami-là, tu lui as aussi beaucoup apporté. C'était quelqu'un de très courageux, mais qui avait eu une vie très difficile. Autant moi, je peux parler d'amour inconditionnel, de grande protection, d'un Mmh. démarrage dans la vie en cocon. Autant elle, ça a été un démarrage d'une grande brutalité. D'abord, ce n'était pas les mêmes époques. Et elle, elle venait d'une famille extrêmement pauvre, donc elle a grandi dans une seule pièce où ils étaient à 6, je crois, oui, 6, avec un rapport aux parents qui était très compliqué, qui n'était pas forcément dépourvu de toxicité. En tout Mmh. cas, du côté de la mère, du rapport, c'est quelqu'un qui a dû se sauver très tôt de chez elle, vers 14, 15 ans, euh, et qui a dû très vite apprendre à vivre seul, à se débrouiller. C'est quelqu'un qui avait aucun appui. Moi, j'ai toujours pu compter sur ma famille. J'ai jamais été en première ligne. Elle, elle a dû se retrouver en première ligne à un âge où on est encore presque un enfant. Euh, et ça l'a pas aigri. Elle gardait une force face à la vie et beaucoup d'énergie. Je pense que moi, ce que je pouvais lui apporter, c'était cette stabilité, une forme d'équilibre dans le relationnel qui, pour elle, devait être assez rassurant. Après, c'est toujours compliqué. On voit bien ce que quelqu'un nous apporte. Oui, Toujours un mystère, l'amour que les autres nous portent. ouais. Puis on a peu l'occasion d'en discuter. Dans le fond, on prend. Mais c'est bien de temps en temps de prendre et de ne pas se poser énormément de questions. Moi, je savais qu'elle m'aimait, je savais que je l'aimais. Et en fait, je n'avais pas besoin d'en savoir tellement plus que ça. Mais c'est vrai qu'il y avait de grandes différences dans notre histoire et dans notre façon d'être. Mais de la même manière, ces grandes différences faisaient que elle voyait les choses d'une autre manière que moi et de temps en temps, elle pouvait me sortir aussi de mes impasses, comme moi, probablement, je pouvais de temps en temps la sortir des siennes. Oui, bah, écoute, moi j'imagine Céline, puisque de fait, vous étiez quand même différentes, au niveau, milieu d'origine, j'imagine évidemment en t'écoutant que le lien affectif que toi tu as pu nouer, pour elle évidemment c'était important aussi de se dire qu'il y avait peut-être d'autres liens qu'est-ce qu'elle avait connu évidemment, et comme tu le dis, ça lui apportait un équilibre, une stabilité, une affection qui l'a justement nourrie, et qui l'a peut-être aussi quelque part guérie et amené à voir peut-être la vie de manière moins dure, et plus belle en s'offrant justement à d'autres relations, plus paisibles, plus plus vraies, plus justes, plus équilibrées, plus aimantes, quoi. C'est peut-être ça que tu lui as offert effectivement, c'est peut-être le plus beau cadeau puisque tu puissiez, lui offrir, c'était justement cette affection, ce lien véritable. Et peut-être, et moi, ce qu'elle m'a offert, c'est la force, y compris dans l'adversité, le Ouais, fait il faut continuer, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et alors, quand on lui disait qu'elle était forte, elle regardait en disant, mais en fait, j'ai pas d'autre choix que d'être forte. Si je me bats pas, je disparais. Mais en même temps, c'est un peu l'histoire de la vie. Même ouais. quand si on se bat pas, on disparaît. Et elle avait une façon très simple de le dire. Et au-delà de ça, c'était vraiment le fait que, vous savez, des fois, vous regardez la vie des gens et vous vous dites, mais si moi j'avais eu cette vie-là, est-ce que j'aurais
est-ce que je ne serais pas une boule de méchanceté, d'aigreur, et puis vous voyez en face de vous quelqu'un qui est capable de donner, de penser, de réfléchir, de s'élever, et vous vous dites waouh. Et voilà, donc quelque part, en face d'elle, je ne pouvais pas me laisser trop aller. Et D'accord. je sais que de temps en temps, on peut être indulgent aussi envers soi-même. Ouais. Et c'était pas simplement le rappel à l'ordre qu'on pouvait craindre, parce que il fallait vraiment que je fasse des grosses conneries pour qu'elle finisse par me mettre une baffe, comme ma famille d'ailleurs. Quand on aime les gens, on les laisse aller un peu loin. Mais c'était aussi l'exemple de courage au quotidien qu'elle représentait pour moi, qui faisait que on ne chouine pas trop sur son sort, parce que des fois, quand on voit l'énergie que peuvent mettre d'autres gens ailleurs, ça aide. Bon, je vous rassure, on chouine quand même toujours un peu sur son sort, hein, ça fait quand même partie du jeu. À ce que l'étape ne prenne pas trop de temps. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, comme je vois les choses, c'était j'ai envie de dire une, belle complémentarité dans vos différences. Heu, Tu nous lis la suite? Oui. Le cancer l'a dévorée petit à petit, et elle a affronté la maladie avec un stoïcisme et une dignité exceptionnelle, alors qu'elle a compris bien avant moi que la bataille était perdue. Pendant que je m'acharnais à faire des projets. Tu verras, quand cette chimio sera finie et que tu iras mieux, on ira à Jérusalem, on visitera Megiddo, je te montrerai la mer Morte, on pourra aller visiter aussi Petra en Jordanie. Et puis si c'est trop loin, on ira en Italie. Tu préférerais Rome, Venise ou Florence? Elle souriait doucement. On verra bien, répondait-elle à mon agitation. Moi, je me disais que tant qu'on se projette dans demain, c'est que l'on n'a pas fini de lutter et d'espérer, donc que l'on a peut-être une chance de gagner. Et puis quand la sentence tombe, implacable, voilà que l'on se met à attendre un miracle, comme si quand la science échoue, avant d'accepter l'inéluctable, j'avais dû faire un détour par la case irrationnelle. Les derniers mois ont été durs. Betty ne pouvait pas rester seule, et tant que cela a été possible, elle est restée chez moi. Je l'ai vue s'éteindre tout doucement, comme une bougie qui se consume. Mais même affaiblie et diminuée, elle restait présente et arrivait à garder tout son sens de l'humour. Je me souviens, alors qu'elle était déjà très malade et que les traitements avaient été stoppés, elle avait voulu prendre son vélo électrique pour faire une petite course. Elle avait fait une chute, et la voiture qui s'était arrêtée pour la relever et l'aider était un corbillard qui retournait à la maison mère. Je crois que vous êtes un peu en avance, avait-elle dit aux employés des pompes funèbres qui lui avaient porté secours. Ça, c'était son côté humoristique, même effectivement dans l'adversité dont tu parlais tout à l'heure, par rapport à son boulot, il y a effectivement un trait d'humour, tout à fait, particulier qui devait sans doute, être, sa marque de fabrique, sa caractéristique. Et toi, tu disais tout à l'heure effectivement que tu étais aussi, dans un premier temps dans le déni. Ça, c'est effectivement ce que tu, as dit juste avant. Donc, il y a un moment où, il faut se réadapter à l'autre, à ce que l'autre vit vraiment, et ne plus être en décalage quelque part pour essayer jusqu'au bout de reprendre ce lien malgré tout. Et ce lien passe par l'acceptation que voilà, on aimerait bien que ça aille mieux, mais finalement on accepte effectivement la réalité telle qu'elle se découvre au fil des jours. J'ai mis beaucoup de temps, hein. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps, et ça a créé aussi un décalage, c'est-à-dire que de façon curieuse, je pense que quand les choses ont été... alors d'abord peut-être parce que quand la sentence est tombée, tout le monde avait compris avant moi, hein, vraiment des semaines avant moi. Mais au moment où moi je comprends, c'est le moment où Betty, elle aussi, refuse. Parce que là, le coup près est violent. Ça va durer peut-être 3 mois, ça va durer peut-être 6 mois. Ça laisse pas beaucoup de temps de se retourner. Et en plus, elle est très affaiblie. Donc, on dit on aimerait bien régler ses affaires. Encore faut-il être en état de faire un certain nombre de choses. Donc, c'est très, très compliqué. Et oui, à ce moment-là, il y a eu aussi un décalage, c'est-à-dire que au moment où elle était prête à parler aussi de qu'est-ce qu'on veut, ça paraît tout bête, mais par exemple, les cendres d'une personne, vous vous dites, mais
qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait les mettre dans un jardin du souvenir? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait les répandre? Alors, je sais que c'est interdit, hein, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et puis, je ne pense pas que les cendres fassent beaucoup de dégâts. C'est surtout un problème quand il y a des relations familiales compliquées et que les gens se déchirent la possession de la personne après la mort. Quand vous n'avez pas ces questions-là, est-ce que la personne préfère la mer, un arbre, et où est-ce que vous allez la retrouver? Mm. C'est pas si simple en fait, déjà la désincarnation, l'absence, mais après quand il n'y a pas vraiment de lieu de souvenir. Et donc c'est important d'avoir ce genre de conversation. Et ça a été très compliqué au moment où elle voulait. Moi, je devais être tellement fuyante qu'elle s'est dit, je ne vais pas lui imposer ça en plus de tout ce je lui fais vivre, entre guillemets. Et au moment où moi, j'avais accepté et je voulais bien la discussion, l'échéance était tellement proche que je pense que là, la personne peut se dire, mais peu importe, je ne suis plus là, je ne suis plus là. Mm. Qu'il continue à vivre et c'est déjà pas si mal. Sauf que on est aussi des êtres, on a besoin en fait d'une forme de permanence. La mort n'est pas complètement une fin et parce que le lien ne disparaît pas, parce que la personne n'est plus. Et donc Mm. du coup, on a besoin aussi de réincarner quelque chose. Et ça, c'est compliqué. Et là-dessus, on n'a pas vraiment réussi à en parler. Si elle a souhaité 3 chansons, elle n'a jamais dit qu'elle voulait une cérémonie, mais un jour, elle m'a donné 3 titres de chansons en me disant, voilà, si vous voulez organiser quelque chose, j'aimerais bien que vous passiez ces 3 chansons-là. Et donc là, je me suis dit, oui, donc il y a une cérémonie à faire. Et de toute façon, pour moi, c'était une évidence. Il faut dire adieu aux gens. On ne peut pas la mort est sans doute une fin, mais il y a des vivants qui restent et peut-être que les cérémonies, c'est plus pour les vivants que pour les morts. Ouais, Mais en tout cas, les vivants, ils en ont vraiment besoin. On peut ouais. pas. Quelque chose qui s'effiloche, c'est inhumain dans le sens où ça veut dire que finalement, on ne compte pas, que rien n'a compté. C'est la mort noire des Grecs. Votre vie est insignifiante, votre mort l'est encore plus. Et de toute façon, il y a tellement plus de morts que de vivants qu'accepter la disparition, il n'y a que l'espèce qui survit. On voit bien que quand on est un être humain, c'est d'une violence absolue et totale. Mm. Donc il faut quelque chose garder, puisque le lien se maintient après la mort, il faut pouvoir dire au revoir. Et c'est pas à un corps qu'on dit au revoir, même si le cercueil symboliquement est là. C'est oui, c'est on a du vague à l'âme, mais probablement parce qu'il y a une âme en trop qu'il faut laisser partir peut-être, mais pas comme ça. On n'est pas des animaux et on revient finalement à cette histoire de civilisation Ouais, dans lequel il y a effectivement ce soin à l'autre avec cette histoire de fémur réparé dont je parlais ouais. avant. Et puis il y a aussi le fait de rendre hommage aux morts et de ne pas les laisser comme un animal. Il y a un animal qui meurt, ça ne veut pas dire que si c'est son enfant, je pense qu'il y a une douleur, un déchirement, mais bon, on s'en va, la vie continue et on laisse la carcasse pourrir là. Mm. Nous, on ne peut pas faire ça et c'est tant mieux. Mm. Oui, c'est ça, comme tu le dis très bien, c'est rendre hommage finalement à la personne qu'elle a été. Et puis c'est aussi une façon de continuer à faire lien entre soi et d'exprimer évidemment les uns devant les autres, quelque part, sa tristesse et tout ce qui a été partagé de beau, quoi, qu'elle reste quelque part de fait dans le souvenir de toutes ces personnes qui l'ont connue, qui l'ont appréciée, qui l'ont aimée, qui ont cheminé avec elle, qui l'ont connue. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs aussi finalement à travers les mots qui sont les tiens, qui sont aussi évidemment des mots en forme d'hommage. Voir cette femme si vivante, si courageuse, si originelle, coincée dans un lit et entrer dans cette zone entre sommeil et éveil, on ne sait plus si la personne est vraiment là, où les yeux ouverts semblent regarder au-delà de vous et au-delà du monde, m'a paru d'une immense injustice. Je lui ai lu beaucoup de poèmes quand je ne savais pas si elle était encore un peu là. Il y a dans la mélodie de la poésie quelque chose qui berce les cœurs brisés. Je me suis dit que si cela marchait pour celui qui lit, cela devait marcher pour celui qui entend. Si les mots ne l'atteignaient plus, le souffle et l'amour qu'il transporte doivent pouvoir encore le toucher. J'y crois très fort. Et puis de toute façon, le silence me faisait trop penser au tombeau pour ne pas tenter de l'adoucir par le murmure, la mélopée.
C'est difficile de voir s'effilocher la conscience et la mort se saisir du vif en prenant tout son temps. Comme on se sent démuni quand la dernière chose que l'on peut donner ne passe plus ni par la parole ni par le regard, mais par le simple contact humain, la caresse, le fait de se tenir la main des heures entières, car on sait que bientôt la séparation sera définitive. Et comme le corps a l'air étrange et étranger quand il n'est plus habité. C'est mercredi qu'aura lieu la cérémonie pour dire adieu à celle qui fut mon amie et qui a su toucher tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Je sais que les morts nous quittent et que l'on fait des cérémonies surtout pour aider les vivants. Mais dire adieu, ce n'est pas une façon d'oublier, mais une manière de se souvenir, de ranimer le souffle, de redonner vie, de prendre acte sans tourner la page, car il y a des livres que l'on ne referme jamais. Ben, oui, ça. En fait, c'est touchant parce que je vais essayer de transmettre une certaine douceur à partir de ce texte. La réalité, c'est que quand vous êtes dans la chambre de quelqu'un qui est en train de mourir, vous n'avez qu'une seule envie, c'est prendre vos jambes à votre cou. Vous n'avez pas envie de rester, c'est pas vrai. Euh, et, et en même temps, vous avez besoin d'être là parce que vous vous dites, je ne peux pas la laisser seule dans ces moments-là, c'est pas possible. Et donc, il faut occuper tout cet espace, tout ce silence. Et moi, j'ai trouvé que la poésie, alors j'ai jamais autant lu de poésie qu'à ces moments-là, mais moi, ça m'aidait à rester. Sinon, j'ai trouvé ça terrorisant en fait. Et donc voilà, il fallait, et c'était oui, cette mort qui prenait tellement son temps. Euh, voilà, vous avez presque envie de dire aux gens, tu sais, maintenant c'est fini, il faut partir. Alors que c'est juste atroce. Voilà. Et en fait, là pour le coup, le fait de pouvoir caresser la main, ça veut dire que tu n'es pas là parce que vous ne savez pas si les gens entendent ou pas. Et remplir la chambre de mots et de poésie, ça permet de repousser la peur, en fait, et de réintroduire la douceur et l'amour à un moment où la peur peut amener à ce que ça se dérobe. Là, jamais la personne n'a eu autant besoin de vous à ses côtés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et jamais vous avez eu autant envie de ne pas être là, d'accélérer les choses, alors qu'en fait, l'issue est fatale. J'ai trouvé que la poésie, ça a aidé énormément et ça remettait de l'amour et de la douceur dans un moment qui est tout sauf doux. Oui. Tu nous lis du coup en fait, Céline, la fin pour le coup de... En vieillissant, on apprend à vivre avec le manque, mais on ne s'habitue jamais au départ des gens que l'on aime. Ils emportent toujours avec eux un petit bout de nous. Ben, oui, c'est insupportable en fait de voir partir les gens qu'on aime. Et puis, c'est que le début. C'est-à-dire que quand on vieillit, on sait que à l'horizon, il y a notre propre fin et la fin de tous les gens qu'on aime. Heureusement, il y a nos enfants. Oui. C'est pour ça que c'est atroce d'ailleurs les gens qui perdent un enfant parce que c'est contre nature. Normalement, c'est ce qu'on laisse derrière nous. C'est finalement une des rares preuves que l'on a vécu, que l'on a aimé, que l'on a été sur cette terre et que l'on a été fécond finalement. Ouais. Oui, voilà ce sentiment de dire, tiens, tu n'en es, tu n'en es pas encore là, mais bientôt va commencer la saison des adieux. Et dans ce monde qui se dépouille de tout ce que tu as connu, euh, ces liens justement qui font qu'on est humain et que la mort va effilocher petit à petit.
Comment est-ce que je garde une forme de permanence? Comment est-ce que je conserve cet amour? Et dans chaque personne qui part, c'est un peu de moi qui m'en vais aussi. Et c'est comme ça. Et Oui, c'est à la- c'est très difficile, mais je trouve que du coup, c'est très important de faire son travail d'être humain, parce que c'est la seule chose qui donne un sens à toute la douleur qui se profile. C'est-à-dire dans la façon justement dont on va... il y a un moment où on accueille la vie, la nouveauté, l'ambition, l'appétit, le désir, l'assouvissement du désir. Et puis, il y a un moment où ça disparaît pas, hein, on reste vivant jusqu'au bout, mais où il faut aussi apprendre à accueillir la mort, le manque, la vieillesse, la perte, le manque de maîtrise. Comment oui, est-ce qu'on fait pour le faire justement sans sombrer dans la rancœur, euh, le but du jeu étant pas c'est pas mal d'être un modèle pour les générations qui nous succèdent. Après tout, ça apaise aussi leur peur et tous leurs ressentiments. Mais le but du jeu, c'est pas tellement ça. Le but du jeu, c'est comment continuer jusqu'au bout à vivre en harmonie avec l'autre, en harmonie avec soi-même et continuer à tisser des liens, même si on est consciente que beaucoup vont se défaire. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils se défont que les tisser n'a aucun sens. mais Euh, non. la douleur, elle fait partie. La douleur, elle vous dit que vous avez aimé, que vous avez partagé. Et puis, le souvenir, il vous dit que après, il ne reste pas que la douleur. Il reste aussi d'autres choses. Oui. Et c'est vrai que l'amour des autres, évidemment, et notre propre mort à venir, nous dépouille quelque part si on y fait attention, nous dépouille évidemment de tout ce qui est accessoire. Et finalement, je me dis aussi en t'écoutant, comment effectivement continuer à accepter quelque part de vivre en se sentant de plus en plus quelque part déficient, pas forcément mentalement, mais physiquement, au niveau de l'énergie dont tu parles, et cetera. Tout ça évidemment, s'amoindrit. Heu, Quelque part, qu'est-ce qui reste finalement de tout ça quand il ne reste rien? C'est-à-dire que quand tout ce qui avait fait peut-être le sel de notre vie, tout ce qui était, ambition, expérience nouvelle, quand tout ça effectivement s'amenuise, j'ai vraiment l'impression en fait qu'on peut le trouver chez certains, qui ont, effectivement vécu une vie de dépouillement, et on se rend compte que même affaiblis, en fait, ces gens gardent quelque chose d'extrêmement puissant en eux, et je me dis: «C'est peut-être ça effectivement qu'il faut essayer de trouver finalement, ou de chercher», c'est-à-dire de se laisser être, et du coup d'être peut-être plus pleinement vivant qu'on ne le pensait. Je pense qu'on peut être plus vivant, à 50, 60 ans qu'on ne l'était aussi à 20, 25 ans, parce qu'on était parfois tiraillé avec de telles tensions, de telles ambitions justement mais qui vous mangent, qui vous rongent de l'intérieur, et qu'à un moment peut-être justement là, quand tout ça, on se rend compte que finalement tout ça, on l'a peut-être eu ou pas, mais que c'est pas vraiment l'essentiel d'une vie, peut-être que ça nous ramène du coup, justement à l'essentiel, et que cet essentiel, ça devient tout du coup. C'est la leçon d'Ulysse par rapport à Achille. Non, mais dans l'Iliade, en fait, les Grecs ont une vision terrible de la mort, puisque ils vont dire les trois quarts, enfin, même quasiment tous les hommes, leur vie n'a aucun intérêt, ne compte pas, leur mort compte encore moins. Ils vont essayer de trouver un moyen de sortir de cette mort noire, et le premier modèle qu'ils proposent, c'est Achille, c'est l'héroïsme. Et donc, en disant, mais tu auras une vie courte et glorieuse, et on écrira sur toi. Et comme on écrira sur toi, c'est un peu comme les monuments, l'écriture ou la sculpture ou les œuvres d'art, c'est la permanence de l'être humain. C'est ce qui dépasse le temps d'une vie, même le temps de plusieurs générations, et qui installe l'être humain dans une forme de permanence. C'est pour ça que c'est toujours très violent et cruel de détruire comme les Bouddhas qui ont été voilà, de détruire la production artistique d'un peuple, parce que c'est sa façon de se rattacher à une forme de permanence, à une forme d'immanence, et de dépasser la simple pourriture des corps. Et, euh,
Et Achille a effectivement une vie courte et glorieuse et on parle encore de lui, on écrit toujours sur lui aujourd'hui. Mais pourtant, quand Ulysse, dans l'Odyssée, va devoir descendre aux enfers, il se trouve qu'il croise Achille. Et que quand il le croise, Achille lui dit: j'aurais 10 000 fois préféré là actuellement être un bouvier parfaitement anonyme et vivre que être un héros mort. Ça n'a pas grand intérêt pour Achille en question d'être un héros mort. Mm. Et à l'inverse, Ulysse, lui, acquiert une forme d'éternité en se réconciliant avec le monde, en acceptant ce qu'est être un homme et en revenant finir sa vie à Ithaque auprès des siens, en vieillissant dans une forme d'harmonie du cosmos et en reconnaissant l'harmonie de ce qui nous entoure, la beauté des liens qui nous font et qui nous tissent. Et bien, il crée un lien autre. Et dans cette harmonie du cosmos, il trouve en fait une forme de pérennité. Et en fait, l'histoire, c'est de réussir à s'inspirer d'Ulysse. Bien sûr, il y a, moi, la simple idée que mes parents disparaîtront un jour, c'est une terreur et une douleur incommensurables. Mais mes enfants, eux, sont là et ce que je leur ai transmis peut leur aider à construire une belle vie. Et l'harmonie que j'ai avec la personne qui m'accompagne, le compagnon qu'on choisit, c'est pas rien. C'est quand même important. C'est finalement quand on aime vraiment, c'est quand on se dit c'est avec cette personne-là que j'ai envie de vieillir. C'est pas rien de se dire je veux vieillir à côté de lui et pas d'un autre. Et en fait, il n'y a pas tant de gens dont on peut dire ça. Euh, et voilà, il y a ses amis aussi, des gens dont on pense qu'ils accompagneront. Mais quand on a tous ces liens, on n'a pas raté sa vie. Et jusqu'au bout, il y a des plaisirs, jusqu'au bout, il y a des échanges, jusqu'au bout, on peut donner, recevoir, partager. Et voilà, moi aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est trouver cette harmonie-là. Et j'ai le sentiment, alors après, les moments d'équilibre dans sa vie, c'est précaire, mais malgré toutes les difficultés, après, on ne peut pas empêcher les gens de mourir, mais malgré tout, voilà, d'avoir réussi à tisser des liens qui sont des liens forts, qui sont des liens vrais, qui sont des liens beaux, et d'être en capacité de les faire vivre et de les faire durer avec je vais dire mes propres limites, mais quand même d'avoir l'impression que on peut tisser une forme d'harmonie autour de soi, même dans un monde bizarre qui paraît Ouais. des fois être en train de s'effondrer un petit peu. Et c'est pas du repli sur soi. Le lien Mm. humain, c'est jamais du repli sur soi. Non, c'est au contraire ce qui nourrit. Non, en tout cas, je te remercie, Céline, pour ce nouvel échange que tu as bien voulu m'offrir et nous offrir ici autour de ton ami en particulier. Mais je pense que les liens d'amitié, c'est évidemment universel, donc ça peut parler à tout le monde. Puis je te souhaite évidemment aussi, Céline, une année quand même 2022 un peu plus paisible que celle que tu as connue Je me en le souhaite aussi. 2021. Même si effectivement ça chamboule et que ça a fait éventuellement avancer, je pense qu'on peut aussi avancer avec plus de sérénité et plus de stabilité autour de soi. Oui. Et puis je voulais alors aussi t'offrir peut-être ces mots que je trouve extrêmement beaux justement autour de l'amitié, qui sont des mots de Jean Guéhenno, et qui dit ceci. Un ami ouvre en nous des chambres fermées. Il nous aide à être nous-mêmes et nous nous enrichissons de tous les biens qu'il lui a plu de découvrir en nous. Voilà, Mais Sylvie. c'est vrai. Ils nous rendent plus beaux. Les gens qui nous aiment nous rendent plus beaux à nos propres. Voilà. On restera avec ces mots alors. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir.